Salut à tous, très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission d'Anziemar, votre émission quotidienne qui parle quasi de tout sauf de foot. C'est pas vrai, on parle un peu de foot, mais surtout des à côté du foot. Vous n'êtes pas sans savoir que Trump a fait pas mal d'ingérences ces derniers temps. On a tous été un peu sous le choc de cette affaire Balogun et chèque, puisqu'ils se sont fait têche par la Belgique. Ça fait du bien. Je me demande dans quelle mesure ils n'ont pas été un petit peu impactés par tout ce bordel, tu vois. Pochettino qui dit... Je pense qu'ils étaient complètement tétanisés en rentrant sur le terrain. Ouais, on est d'accord. Ouais, 100%. Ouais, je pense aussi que ça n'a pas joué en leur faveur. Mais de toute façon, Trump avait anticipé en disant que s'il perdait, c'est que c'était pipé. Voilà. Donc finalement, vive les USA, ils sont champions du monde. Bravo l'Amérique. Ouais. Ils sont champions du monde de NBA. Oui, c'est vrai. Ça, c'est la stat qui est formidable. Voilà. Le championnat américain est champion du monde, de base, exactement. de facto. Ouais, c'est quand même assez intéressant. Ce soir, vous avez deux matchs au programme, dont un dont on ignore l'opposant, c'est-à-dire le Argentine qui jouera face à la Suisse ou la Colombie. À l'heure où on se parle, on n'a pas encore le résultat de ce match. Et le deuxième match qui sera le Norvège-Angleterre, qui est une affiche qui est très alléchante. Moi, j'adore. C'est peut-être le match qui m'excite le plus sur ces quarts de finale. Et l'Angleterre, c'était très laborieux. On a vu beaucoup de matchs chiants, mais le Mexique, c'était top. Et là, ça risque d'être Et là, ça risque d'être vraiment sympa ce soir. Cool aussi, Donc, je le disais en intro, on vous a parlé de... J'ai une petite stat, si tu veux. Ouais, vas-y. Tu sais que Messi a donc raté contre... Je crois que je l'ai vu passer son 4e penalty. Alors son 4e penalty, ouais, mais c'est surtout son 34e penalty dans sa carrière, ce qui fait qu'il passe en dessous de la stat des 0,78 XG. Enfin, il est à moins de 78% de... Par contre, quand on voit une stat, Val. Ouais. Ah, je la refais. Il est à moins de 78% de réussite sur les penalties en carrière, ce qui est donc en dessous de la fameuse stat des penalties 0,78 XG. Quand tu tires un penalty, tu es à 0,78 XG. Okay. Et donc, il passe en dessous de cette stat. Ok. Non, c'est franchement, je m'attendais un peu capillotractée. Ouais, mais je m'attendais à pire. Ouais, ok. Vu ce que tu nous as donné depuis le début de la Coupe du Monde, je m'attendais vraiment à pire. Donc, je parlais de Balogun en intro parce qu'on a tous été très troublés. Il y avait en fait plusieurs revendications. Je le disais dans une autre chronique, mais tu as les potes qui te disent « mais personne ne va rien dire ». Tu en as d'autres qui te répondent « bah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire quand aucun État ne dit rien ?» T'as ce côté, oui, mais bon, il a aussi bloqué des mecs à la frontière, déséquilibré la compétition, donc aussi une autre forme de triche. Mais là, je sais pas pourquoi ça touchait à l'essence même du jeu, en fait. Et puis c'est présenté comme un vrai scandale là autour de la FIFA. Gianni Infantino a pris quand même une vraie sauce et plusieurs personnes ont appelé à la démission, notamment l'UEFA a critiqué, a dénoncé une atteinte à l'intégrité du jeu. Quand ça vient de Séphérine, c'est quand même assez savoureux. C'est pas mal. La fédération belge évidemment manifesté. Il y a eu la réaction du sélectionneur norvégien, je sais pas si tu l'as vu passer. Et en fait, moi ça m'a questionné parce que c'est vrai que depuis le début de cette compétition, on parle beaucoup de tous les agissements de la FIFA, de toutes les dingueries qui se passent, du système justement hyper vérolé et tout. Et en fait, je trouvais que j'arrivais pas à mettre des mots sur un truc qui me perturbait un peu. Et du coup, j'ai voulu aller un petit peu plus loin justement sur la question de la politisation de la FIFA et du système en fait, du système de la FIFA. Est-ce que c'est vraiment un système démocratique ? En l'occurrence, on sait un petit peu que non, mais j'arrivais justement pas à exprimer véritablement ce qui se passait dans cette instance où tout est très opaque. Du coup, tu t'es réfugié dans quoi pour trouver tes mots ? Je me suis réfugié dans les travaux d'une philosophe qui s'appelle Barbara Stiegler, qui remonte justement aux sources de l'idée démocratique. Et en fait, tout ça, je vais faire le lien évidemment avec l'affaire Balogun, et ensuite j'aimerais justement essayer de proposer des solutions pour oser un football un petit peu différent. Ouais, plus vertueux, dirons-nous. Même si j'ai déjà essayé de proposer plein de solutions à gauche à droite, certaines qui étaient probablement pas terribles. D'ailleurs, je me suis pris quelques petits commentaires sur les réseaux sociaux. Ouais, notamment sur l'idée d'aller taxer le sponsoring fossile. Alors, en effet, c'est compliqué parce que la FIFA est une instance suisse qui n'est pas dans l'Union européenne, donc compliqué pour l'Union européenne d'aller taxer ces genres de trucs. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. Non, mais voilà. En tout cas, continuez à nous faire vos retours, parce que vous voyez, on les lit et on en discute plus tard, du coup, on va pas en parler maintenant. Du coup, on va refaire un petit point de contextualisation historique, parce que si tu veux t'attaquer à la démocratie athénienne, il va falloir remonter dans le temps. Ouais. Je t'écoute. C'est quand la démocratie athénienne à peu près, tu sais ? Je sais pas, autour de 0, avant 0 ? Presque, moins 500. Ah ouais, c'est pas mal. Franchement, 500, c'est énorme, mais c'est que dalle. Ouais. c'est demain, on va pas se mentir. Non, donc en moins 500, la naissance de la démocratie athénienne, qui est donc la forme la plus poussée de démocratie, c'est la première fois qu'on a une véritable démocratie comme ça à l'époque. Ce qu'on appelle l'Ecclésia, donc l'Assemblée des citoyens, à ce moment-là, se réunissait tous les jours, enfin pas tous les jours, mais très régulièrement, sur la colline de la Pnyx à Athènes, et qui pouvait accueillir entre 6 000 et 15 000 citoyens
citoyens sur les 60 000 qu'il y avait à l'époque. Et justement, ces citoyens se réunissaient pour voter directement la loi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de représentants à l'époque comme on en a aujourd'hui en démocratie. Oui, pas de délégués voilà. au sens... Exactement. Le vote de l'Assemblée était directement la loi en tant que telle qui était créée à ce moment-là. La vraie particularité, c'est que tout le monde à l'époque pouvait participer. Il n'y avait pas de différence entre justement les riches et les pauvres. Et justement, il y a un premier pilier fondateur de cette démocratie athénienne, c'est l'idée de dire que personne ne détient la vérité à l'avance, et donc qu'il faut délibérer collectivement, il faut débattre, il faut avancer tous ensemble pour justement arriver à une solution qui permette de créer la loi. C'est assez basique dit comme ça, mais c'est un vrai pilier fondement, fondateur. En fait. Voilà, ouais, c'est ça. Exactement. Et donc il faut débattre. Il y a d'autres piliers qui sont très importants dans la démocratie athénienne. Le droit égal à la parole, qui est différent de ce qu'on appelle le droit de vote aujourd'hui. En gros, l'idée c'est le droit de peser sur les débats. Alors pas seulement de trancher à la fin, mais vraiment de discuter, de pouvoir apporter son avis, de pouvoir apporter sa connaissance sur des sujets. Autre pilier important, les magistrats sont tirés au sort avec des mandats qui sont très courts et sur lesquels ils doivent se justifier de chacune des actions qu'ils ont mis en place. Ce qui empêche un abus de pouvoir, un cumul de pouvoir. Et justement, en parlant d'abus de pouvoir, dans le cas où il y a des personnes, que ce soit des magistrats ou des citoyens qui prennent trop de place dans la société, qui commencent à avoir des intérêts un peu trop... et finalement, plus d'importance qu'un autre, plus d'importance qu'un autre citoyen. Il y a ce qu'on appelle l'ostracisme, où en gros, il y a un vote annuel qui permet de bannir pendant 10 ans de la citoyenneté quelqu'un qui... C'est bien de revenir aux bases, je me projette là, je l'ai ton football virtueux. T'imagines, bah voilà, tu vois. Et donc tu te retrouves dans un système où personne ne se retrouve au-dessus de l'autre, avec un peuple qui vote les lois directement. On imagine que c'est un poil plus compliqué dans un pays de 50-60 millions d'habitants de mettre ça en place, quoi. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, pour comprendre comment justement cette démocratie athénienne fonctionnait, c'est que il y avait cette Nix et cette assemblée où les gens votaient directement les lois, mais c'était surtout un système qui était très décentralisé aussi. Dans tous les petits villages que composait à l'époque la puissance athénienne, enfin la ville d'Athènes, il y avait là aussi des petites assemblées qui se mettaient en place où les gens proposaient des lois d'un point de vue local, où les gens proposaient des lois aussi d'un point de vue plus large, d'un point de vue national, où justement qui étaient ensuite discutées sur la PNIX. Donc voilà, c'était un système qui était très décentralisé et ce qui explique pourquoi on arrivait à gouverner dans un système où il y avait déjà quand même 60 000 personnes. Tu vois, c'est pas rien de réussir à créer des lois avec 60 000 personnes. Donc l'argument du nombre qu'on peut souvent entendre dans un pays avec 60 millions de personnes comme en France, en fait ne s'entendrait pas si le système était totalement décentralisé. Ok. Voilà. Ce qui n'est pas près d'arriver. Enfin, en tout cas, la France n'a pas été construite comme ça. Non, pas du tout. Il y a un autre point que tu soulevais, c'est le tirage au sort qui est quand même assez intéressant. L'idée, en fait, de jamais garder à la même place quelqu'un et qu'il ne puisse pas s'enrichir grâce au pouvoir. Exactement. En fait, l'idée, c'est d'empêcher justement la formation d'une caste professionnelle de dirigeants. Et donc, pour ça, tu tires au sort des personnes. Je te vois venir, Val. Quand j'entends caste professionnelle de dirigeants, je sens ton petit cœur qui frétille. Exactement. En fait, non, mais ça répond aussi à l'idée que, ce que je disais tout à l'heure, tu peux pas accueillir 60 000 personnes d'un coup sur la PNIX et du coup, il faut qu'il y ait des gens qui soient sélectionnés pour pouvoir faire les lois. Le problème, le fait est qu'ils sont sélectionnés de manière totalement aléatoire en fonction de la représentativité aussi du peuple de manière générale. Et ça, c'est un concept qui va être repris après dans ce qu'on appelle les cités-républiques de Venise et Florence, mais qui va disparaître progressivement, notamment aux alentours du XVIIIe siècle, en fait, au moment des grandes révolutions, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et à ce moment-là, on va passer justement à ce qu'on appelle une démocratie... Et à ce moment-là, on va passer à ce qu'on appelle justement un peuple en réduction. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la démocratie représentative. D'accord. Avec des élus qui vont justement représenter le peuple. Et ça, c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps. La démocratie représentative va, l'idée va se renforcer petit à petit. On va avoir de plus en plus de représentants. Jusqu'à aujourd'hui, on a une assemblée avec 577 comment ça s'appelle ? Député, merci, c'était ça le mot que je cherchais. Et c'est un truc qui a totalement disparu. En fait, le principe du tirage au sort n'existe plus du tout aujourd'hui en France. Ça existe encore un petit peu aux États-Unis, notamment sur les jurés. Oui, c'est ce que j'allais te dire. On voit encore ça dans la justice américaine. Exactement. Mais encore sous plein de conditions, avec les avocats qui peuvent retoquer certains jurés. C'est quand même sous contrainte, quoi. En France, c'est un système qui n'existe plus du tout. En 2006, alors Dieu sait que j'ai pas envie de la défendre, mais Ségolène Royal Quand j'ai vu ce nom dans sa chronique, je me suis dit, what ? Ségolène Royal, qui à l'époque était en pleine campagne présidentielle, avait proposé justement qu'on tire
au sort des jurys citoyens pour évaluer l'action politique. Ce qui est un concept que moi je trouve très intéressant. Ouais. Et ben elle s'était fait allumer la gueule. Elle avait pris une tempête de critiques. m'étonnes. On l'avait comparé à Pétain, à Mao, etc., à tous les plus grands dictateurs qui soient. Donc autant te dire que l'idée du tirage au sort aujourd'hui, c'est plutôt mal vu, quoi. Voilà, la représentativité, en tout cas par tirage au sort, n'est pas un concept qui devrait se développer prochainement. Ouais, le problème c'est que cette démocratie représentative, elle commence un peu à tirer la langue et Ah bah en fait, c'est pas que oui, elle est complètement à bout de souffle. obsolète, quoi. En fait, aujourd'hui, on parle de démocratie, mais c'est pas du tout le cas. On a aujourd'hui un système qui est ultra centralisé. On parle même parfois de monarchie présidentielle, ce qui a été encore plus accentué avec Jupiter, comme lui-même s'appelle, c'est dire le concept de la démocratie. On a quand même aujourd'hui un président qui est capable de réfuter les élections, de prendre une convention citoyenne, de la regarder et de lui faire ça je m'en bats les couilles de ce que vous avez tout dit, je le mets sous la table. Voilà, tout le monde aujourd'hui n'a pas le droit de parole, puisque je te rappelle que le droit de parole se différencie du droit de vote, c'est pas du tout la même chose. Et surtout l'idée que personne ne détient la vérité à l'avance, qui est quand même le premier, et donc l'idée qu'il faut débattre collectivement, qui est donc le premier pilier de la démocratie athénienne, aujourd'hui ça n'existe plus du tout. Aujourd'hui on confie la responsabilité de la loi à une poignée d'élus, à une poignée de représentants, et ça a des conséquences assez marquantes. C'est qu'en fait on se retrouve dans un système où on a toutes les procédures démocratiques qui existent, c'est-à-dire qu'on a des élections, on a un parlement, on a une séparation des pouvoirs, mais il n'y a plus aucune... en fait, le mot démocratie, en tant que tel, est totalement vidé de sa substance, parce que ça n'a plus aucun sens. Bien sûr. Et c'est important que tu le précises pour ce qui va suivre, de dire que c'est pas le but de cette chronique ne va pas être de se comparer à des systèmes dictatoriaux et de dire que c'est pareil, c'est pas du tout ça. On parle vraiment de la sève, du squelette en fait, qui fait vivre l'État, et c'est ça qui est remis en question aujourd'hui. C'est pas des idées saugrenues qu'on balancerait. Exactement. Et du coup, la conséquence de ça aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve aussi dans un système avec uniquement des experts qui prennent les décisions. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un système où ces experts, en l'occurrence, on les appelle les techniciens. Et c'est pour ça qu'existe le mot technocratie. Et c'est pour ça qu'on parle de technocratie aujourd'hui, parce qu'on est dirigé par des gens, des techniciens. Typiquement, la question de l'ENA, en fait, des gens qui sont formés à utiliser le pouvoir, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on parle de mettre une structure en place pour apprendre à diriger les gens, c'est quand même assez conceptuel. Les transitions toutes trouvées avec la FIFA qui reproduit ce schéma peut-être de façon encore plus flagrante. 100%. Sur le papier, la FIFA est tout ce qu'il y a de plus démocratique. Elle a des élections. Par acclamation. Alors, les premières n'étaient pas par acclamation. Maintenant, ça se fait comme ça. C'est celui qui a le plus d'applaudissements. Mais même sur le concept de ces votes. Tu vois, le congrès de la FIFA aujourd'hui, c'est 211 pays, donc tu as quand même des représentants de tout le monde. Il y a même plus de représentants qu'il n'y a d'États reconnus par... Chaque pays a une voix, donc tout le monde est égal en tant que tel. Alors on n'est pas, quoi qu'il arrive, sur une démocratie athénienne. Hein. On est plutôt sur un système démocratique comme on l'entend aujourd'hui, qui se rapproche plus d'une technocratie. Mais voilà, il y a quand même une procédure démocratique qui existe sur le papier, qui révèle le fameux pouvoir du démos. Donc la démocratie, c'est démos, le peuple, kratos, le pouvoir, pouvoir au peuple. Il y a quand même le démos qui est soi-disant représenté par les présidents de fédération et les fédérations en tant que telles au congrès de la FIFA. Bon, la limite, c'est quand même que quand on voit l'ingérence de Trump et le fait que la FIFA se couche et accepte le retrait du carton rouge, on n'est plus du tout là. Enfin, là, on rentre dans un état totalitaire, en fait. Exactement. En fait, régime, justement, c'est ça que dit justement cette affaire Balogun. C'est que sur le papier, la FIFA est démocratique. On est d'accord, enfin, sur le papier. Sauf qu'en fait, là, ce que révèle cette affaire Balogun, mais comme ce que révèlent plein d'autres affaires de la FIFA et plein d'autres décisions de la FIFA, et en l'occurrence de Gianni Infantino, c'est que justement on est dans un système qui est 100% autocratique. C'est-à-dire que même ceux qu'on appelait les techniciens, donc les gens qui représentent, qui sont incarnés par les commissions à la FIFA, etc., aujourd'hui ne prennent pas de décision. C'est un coup de téléphone d'un dirigeant national. Et c'est cet appel qui décide de ce qui va se passer dans le monde. Donc on arrive dans un système qui est totalement autocratique. On est même et qui court-circuite, parce qu'il y a quand même des commissions, comme tu le disais, hein, la structure de la FIFA elle est bien en place, il y a des commissions qui sont censées juger des faits du jeu. Ils ont parlé de l'article 27 qui devient juste un prétexte, mais cet article existe pour des cas où il serait justifiable de l'utiliser.
Là, en l'occurrence, il court-circuite tout ce système qui est en place et en gros, il dit à tout le monde, allez vous faire foutre, je fais ce que je Exactement. veux, quoi. Et ce qui est encore plus marquant, c'est que on parle d'une commission indépendante, on ne sait Mm. même pas qui sont les gens de cette commission Ouais. indépendante. On n'a jamais entendu parler, mais ce qui est symbolique justement de ce système sur le papier technocratique, Mm. avec des gens qui sont là, qui dirigent, qui sont des techniciens qu'on ne connaît pas, Mm. mais qui en plus de ça est en fait autocratique, parce qu'en fait ces gens-là n'existent quasiment même pas en fait. Ouais, C'est juste ouais, Gianni ouais. Infantino Oui, qui oui, prend une décision. c'est une commission. Voilà, C'est un exactement. mot fourre-tout dans lequel Exact. peut-être qu'il n'y a personne derrière derrière cette Ça se commission, trouve, en c'est fait. des coquilles vides, ouais, on sait pas. Ouais. Ouais. On se permet une petite parenthèse onirique. Une parenthèse enchantée. Ouais. Un bon moment de vie. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour un football qui va pas dans ce sens de la pourriture qui s'accumule et qui va plutôt justement vers la vertu? En fait, moi j'ai essayé d'imaginer justement des solutions. Alors Mhm. pour l'instant, tout ce que j'ai trouvé à dire, c'est des choses qui sont un petit peu utopiques, Ouais. pardon. Mais je pense que c'est important d'avoir des utopies et d'imaginer des choses qui permettent de voir le monde différemment. Mm. C'est justement la question de l'utopie, c'est une question qui se pose beaucoup, notamment dans le courant écologique, de savoir comment est-ce que tu crées, on appelle ça des nouveaux récits, comment est-ce que tu imagines justement un autre monde. C'est quelque chose qui a été pas mal mis en avant, notamment dans le documentaire de Cyril Dion, Demain, qui avait fait un carton à l'époque au cinéma. Ouais, dont tu avais déjà parlé dans où ce justement, podcast. Ouais, exactement, où justement il parle de bataille des imaginaires, où en Mm. gros l'idée c'est de montrer des alternatives concrètes, Mhm. c'est ça le but de son documentaire, Bien sûr. qui existent déjà dans le monde pour essayer d'inciter et pour créer justement un élan populaire. C'est quelque chose qui existe aussi, et en fait, même si tu prends le prisme de l'autre côté, l'idée de la lutte contre la concentration des pouvoirs, c'est aussi précisément qu'il y a un vide d'imagination collective sur ce que pourrait être le système alternatif. Oui, parce qu'on se Voilà. sent tous finalement un peu obligés, Voilà. un peu bloqués dans cette structure qui aussi, comme tu le disais dans le début de ta chronique, a été pensée pour enlever au peuple cette sûr, ouais. capacité d'agir. Voilà, mais du coup, les gens ont du mal à imaginer qu'est-ce que ça pourrait donner concrètement. Donc moi, c'est pour ça que j'aime bien essayer de donner des solutions, même si elles paraissent un petit peu utopiques. Au moins, ça permet ce qu'on appelle de déplacer la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire d'amener des sujets qui paraissent radicaux, et en fait, à force d'en parler, ça devient des sujets qui sont normaux et qui permettent de débattre sur ces questions-là. Et donc pour ça, moi, j'ai imaginé plein de choses. En m'inspirant évidemment de la démocratie athénienne, et donc l'idée de remplacer le congrès de la FIFA par justement une assemblée régulière, comme ce qui se passait en démocratie corinthienne, avec des gens qui seraient tirés au sort parmi les grandes familles du football, ce qu'on appelle les grandes familles du football, donc les joueurs, les clubs, les syndicats, les acteurs locaux, les dirigeants, un peu tout le monde, tu vois, et Bien qui sûr. permettrait en fait à ces gens-là, avec quand même une représentativité assez importante. Donc il faut quand même qu'il y ait un petit nombre de personnes qui puissent participer à ces assemblées, sinon c'est pas forcément représentatif des intérêts de tout le monde. Mais voilà, avec justement une délibération réelle, récurrente. Aujourd'hui, l'avantage du développement technologique, c'est que c'est quand même un système qui est facile à mettre en place. Tu vois, tu peux faire des grandes conférences Zoom avec des gens qui discutent avec des salles différentes éventuellement s'il faut sur certains sujets. Mais en gros, on pourrait discuter du calendrier, du format des compétitions, de la répartition des revenus, et ça serait plus décidé uniquement par un congrès de la FIFA qui est lui-même dirigé par une seule personne, donc un système autocratique qui est Gianni Infantino. Voilà, tu pourrais tirer les gens au sort pour que justement ce soit eux qui prennent ces décisions-là, qui seraient en place, je sais pas, pendant 6 mois, un an. Avec une durée limitée. Avec une durée limitée, mais avec un temps suffisant pour qu'ils s'emparent de ces sujets-là, qu'ils soient confrontés justement à des avis d'autres personnes, qu'il y ait des experts avec tous les différents points de vue qui existent et qui viennent leur apporter toutes les solutions qui existent pour qu'ils puissent prendre des décisions en âme et conscience. Mais ça, c'est quelque chose que tu pourrais, par exemple, un système que tu pourrais aussi dupliquer sur les différentes commissions de la FIFA. Typiquement, tu vois, sur la commission de discipline. Oui, pour des jugements courts, tu veux dire, pour des rendus à court terme. Genre, tu mets une commission de discipline spéciale pour la Coupe du Monde, avec des anciens joueurs, des anciens arbitres. Et une commission transparente, moi, je suis sûr que ça intéresserait plein de gens d'entendre les délibérations et de savoir comment ça se passe et pourquoi les choix sont faits. Et c'est surtout, il y aura beaucoup moins de critiques de dire, tu vois, il y a 40 personnes, par exemple, qui se sont mis d'accord sur ce point-là. Et puis, en fait, en voyant les délibérations, on entend des arguments auxquels on n'aurait pas forcément pensé, ce qui amène à faire évoluer son état d'esprit et sa pensée sur une action en particulier, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Mais d'avoir cette verbalisation, cette explication au stade... ça va ensemble, ouais. Si je continue un petit peu dans ma pensée utopiste, on enlèverait justement le président.
Il n'y aurait plus de président, ce serait une assemblée qui déciderait de tout. On aurait le droit d'ostraciser éventuellement une personne qui prendrait trop d'importance, ce qui est quand même un petit peu le cas aujourd'hui à la FIFA, hein, mais dans toutes les grandes instances, quand tu regardes Patrice Motsepe à la CAF, c'est quand même absolument monstrueux. C'est un délire. Voilà. On pourrait décider du choix du pays hôte via une assemblée comme ça. Enfin, tu vois, toutes les grandes décisions pourraient se faire via une assemblée et avoir un système qui est beaucoup plus démocratique. Et ça paraît très utopique, comme je le disais. Non, pardon, mais moi je trouve pas ça utopique du tout, quoi. Ça paraît utopique compte tenu du système autocratique. Oui, bien sûr. Non, c'est vrai que ce qui paraît utopique, c'est que ça se mette en place demain, mais l'idée en tant que telle me paraît complètement logique, quoi. Bah, en fait, c'est juste que c'est archi faisable. Du jour au lendemain, si tu décides de mettre ça en place. Et une vraie assemblée, pas comme tu nous expliquais dans une autre chronique où des membres sont nommés à condition qu'ils retirent toutes leurs plaintes contre la FIFA. En référence à la FIFPro, exactement. Avec la FIFA. Mais ça paraît utopique encore un peu aujourd'hui pour la FIFA, mais en fait, c'est quand même un système qui existe, enfin, qui a déjà existé. Et là, pour le coup, il faut rendre à Emmanuel Macron ce qui appartient à Emmanuel Macron. Ah ouais, je pensais que tu n'avais pas le nom. Non, si, je l'ai, j'avais pas envie de le dire. Mais attends, parce que je vais lui mettre un tircan après. Oui, je me disais. Emmanuel Macron, quand il est arrivé sur son premier mandat, il a quand même lancé le principe de la Convention citoyenne. C'est lui qui l'a suggéré, c'est lui qui l'a proposé. Ah oui, ok, j'ai déjà la chute. Non, mais voilà, c'est quand même, le principe de la Convention citoyenne, c'est quand même un concept qui est absolument fabuleux sur le papier, moi je trouve en tout cas, où tu réunis 150 personnes qui sont tirées au sort, qui sont représentatives de la population française, tu les fais se regrouper pendant 9 mois ensemble, tu les fais se questionner sur la question écologique, avec des gens qui votent extrême droite, des gens qui votent extrême gauche, des gens qui sont centristes. Tu les fais discuter, tu les fais confronter avec des avis d'experts sur toutes les approches écologiques qu'il peut y avoir. Et au final, ils sortent de ces 9 mois avec 150 idées où ils sont unanimement d'accord sur quasiment tous les sujets. En gros, il y avait des taux d'acceptation entre 85 et 100% sur tous les sujets, avec des gens donc, quand même ultra diversifiés. Comme quoi, quand t'enlèves en fait une personne incarnante qui arrive avec des idées préconcises qu'il impose aux gens et que les gens suivent par différentes raisons, c'est quand même vachement plus simple d'avoir des bonnes idées. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que quand tu confrontes les gens, toutes les conventions citoyennes, en fait, ressortent toutes avec des idées de gauche. Et ça, je sais pas pourquoi. C'est un truc qui est marrant. Peut-être que l'humain est de gauche dans sa nature. Peut-être que la réalité est de gauche, finalement. Les gens n'ont pas envie d'être ultra-libéralistes et ultra-capitalistes. C'est peut-être ça, la vérité. Voilà, le problème, c'est que c'était une convention citoyenne. Après, je crois qu'il y avait un trader dans la convention citoyenne, mais il a dit ça me fait chier, il est pas venu. Ah ouais, Non, je sais pas. J'imagine le truc, tu vois. C'est une vraie histoire. Voilà, le truc. Ah, tu parlais de Macron ? Ah oui, bah voilà. Non, en fait, c'est ça le problème, c'est que cette convention citoyenne, c'est que c'était uniquement des propositions qui avaient été faites et qu'en fait, c'était aussi dépendant de l'approbation de Jupiter, du roi, le roi Soleil, Emmanuel Macron en l'occurrence, qui a donc regardé cette convention citoyenne, il a dit je vais tout garder sauf 3 décisions, et en fait il a fait l'inverse, il a gardé 3 décisions et il a tout jeté le reste. Il a gardé 10%, au total il y a quand même seulement 10% des propositions qui ont été faites pendant la Convention citoyenne qui sont finalement passées en texte de loi. Donc voilà, évidemment le scandale d'Emmanuel Macron, encore une fois, on n'est pas très habitué, on est toujours très habitué. Donc sur la forme, c'était quand même quelque chose qui était très démocratique, en tout cas les conventions citoyennes, c'était un système qui était génial, qui s'inspirait justement de la démocratie athénienne, et toutes les personnes, tous les philosophes que j'ai cités, Barbara Stiegler, Geoffrey de la Gannerie, etc., valident totalement le concept de la convention citoyenne. C'est quelque chose qui est très marqué et qui devrait être répété beaucoup plus régulièrement. Le problème, c'est l'application de ce système-là, et tu vois, ce serait pareil si on faisait ça à la FIFA, si on faisait une espèce de grande consultation citoyenne avec des syndicats, des joueurs, des clubs, etc., en leur disant qu'est-ce que vous aimeriez réformer dans le football. Par exemple, imagine que la FIFA et la FIFPro signent un accord pour mettre en place une plateforme où les gens peuvent faire des propositions pour réformer le football, et ben en fait toutes ces décisions-là seraient dépendantes de Gianni Infantino et de la volonté de Gianni Infantino, et donc ils pourraient juste les bazarder. Et donc c'est pour ça que l'accord avec la FIFPro est un véritable scandale. Oui, et puis c'est assez courant dans la politique d'ouvrir des contre-feux en faisant travailler les gens pour finalement balancer les rapports à la poubelle. C'est ce qui arrive assez souvent. Exactement. Val, après cette très belle chronique, est-ce que tu as réussi à mettre les mots sur ce qui te dérange? À toi de me dire. Ah bah moi je trouve. Je trouve que en fait mettre les mots en vrai, comprendre que la FIFA est un système autocratique, ça on l'avait plus ou moins compris, mais en fait ce qui m'a fait du bien entre guillemets dans cette chronique, c'est de comprendre quel était le système, quelle était la manière dont a procédé la FIFA pour arriver à ce système autocratique, et justement voir quelles sont les solutions
envisageables, ce qui sont quand même hyper faciles à mettre en place, hyper envisageables. Oui, ça me paraît beaucoup plus réaliste, par exemple, que tout le système abolitionniste dont tu parleras. Je ne sais plus la temporalité du tout, mais vous en entendrez parler dans une chronique. Avant. Bon, bah c'est bon. Alors, regardez cette chronique. Mais là, ça me paraît vachement plus concret et réalisable que ce que tu présentes. C'est des choses qui sont quand même assez simples. Et c'est pour ça que je voulais en parler aussi, parce que je sais que c'est des sujets qui sont sur le papier très radicaux que j'évoque, et tu vois, c'était le cas aussi sur les systèmes abolitionnistes. C'est des idées qui sont radicales, qui sont pas du tout ancrées dans la société, dont on peut pas du tout discuter aujourd'hui. Refonte, tu vois, et c'est en l'occurrence un petit peu amené sur le devant de la table par Jean-Luc Mélenchon, qui veut une sixième république aujourd'hui pour changer la constitution, pour justement réformer le système démocratique. Donc c'est pour ça que je m'empare un peu de ces sujets-là, pour déplacer la fenêtre d'Overton, tu vois, en parler et faire en sorte que les gens puissent se questionner, et faire en sorte que vous puissiez aussi vous questionner en regardant ces vidéos, de savoir est-ce que c'est pas des systèmes qui pourraient être réformés. Aujourd'hui, le système carcéral, je ne l'ai pas dit la dernière fois, mais c'est un sujet dont on ne peut pas discuter. Les seules réformes qu'il y a du système carcéral, c'est on dit on va ouvrir des nouvelles tours, on va ouvrir de nouvelles prisons, on va mettre des coups de peinture pour que les gens se sentent mieux dedans. C'est Darmanin qui dit on va supprimer toutes sources de divertissement dans les prisons parce que les prisonniers sont en gros là pour souffrir. Quoi. Et ça, c'est typiquement ce genre de sujet, et c'est pareil sur la démocratie, on n'en parle pas, quand même pas beaucoup. Et donc c'est pour ça que moi je l'ai mis un peu sur la table pour qu'on puisse en discuter. Tu fais très bien, Valentin. C'était une chronique très intéressante. Merci beaucoup pour ça. Je trouve que ça a juste ramené un peu de bon sens dans cette période qui est quand même assez insupportable. On espère que cette chronique vous aura intéressé aussi. Vous avez évidemment le droit de ne pas être d'accord, à condition de l'exprimer de façon courtoise et de manière démocratique. Voilà, en commentaire. On se retrouve demain pour une prochaine émission. Non, pas demain. On se retrouve pas demain pour une prochaine émission parce qu'on coupe et que pour les demi-finales. Peut-être qu'on devrait faire un gros plan sur nos cernes. Tout ça pour dire que on est très content de cette petite coupure. Un jour, c'est beaucoup pour nous. Salut tout le monde. Ciao, ciao.